Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire proposé par Concilio et Great Place to Work. Alors on va attendre bien sûr quelques instants, le temps que tous les participants se connectent. Avant de débuter réellement le webinaire, assurez-vous s'il vous plaît que vos parleurs soient bien activés, que le volume soit suffisant pour profiter bien sûr pleinement de l'interview de nos invités. Et puis, si vous rencontrez quelques problèmes techniques, vous pouvez nous envoyer un message depuis l'onglet chat. Vous en avez peut-être l'habitude. Voilà, puis on peut ajouter aussi que vous pourrez accéder en replay, au replay même de ce webinaire dès la fin de celui-ci, c'est-à-dire vers 12h30 à peu près. Voilà, on va attendre encore quelques instants, le temps que tout le monde entre en salle pour le webinaire donc, de Concilio et Great Place to Work. Voilà, un webinaire où il va être question de la santé au travail, un enjeu majeur RH aujourd'hui, on va le voir, d'autant plus avec la crise. Nos deux invités vont nous expliquer pourquoi, comment et puis comment améliorer tout ça. Avec quels outils maintenant, quels outils notamment proposés par Concilio. Voilà, on va bientôt commencer, je pense. Allez. Voilà, donc nous sommes à présent assez nombreux pour débuter ce webinaire. Bienvenue à tous, je suis Sandrine Colombo de France Télévisions. Je vais donc animer cette rencontre qui ne va pas tarder à débuter. C'est un webinaire interactif, n'hésitez donc pas à poser vos questions tout au long de la discussion. Nous y répondrons avec plaisir, certainement en fin d'entretien, c'est-à-dire à peu près vers midi, on va dire. Voilà, le thème du jour est donc « Prendre soin des collaborateurs, la clé d'une politique de qualité de vie au travail ». Une thématique d'actualité, d'autant plus dans ce contexte de crise sanitaire que nous traversons. Cette crise modifie et sans doute en profondeur nos modes et conditions de travail et du coup l'équilibre entre nos vies professionnelles et nos vies personnelles. Oui, la santé des collaborateurs est devenue un enjeu RH majeur qui a des conséquences sur la marque employeur et sur les performances de l'entreprise, entre autres. Nous allons voir pourquoi et comment à travers 3 points, le cadre de travail, la santé des collaborateurs et puis l'accompagnement santé des salariés. Pour nourrir ce sujet avec des arguments clairs et précis, nous avons réuni 2 experts en la matière, Julien Brézin, directeur général de Great Place to Work, acteur de référence sur la qualité de vie au travail, et puis Dr Florian Reynaud, médecin et cofondateur de Concilio, pionnier en matière d'accompagnement santé des salariés. Bonjour messieurs. Alors, on va vous donner la parole directement pour vous présenter. Quelques mots sur vous, Julien Brézin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Julien Brézin, je suis le directeur général de Great Place to Work et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, Great Place to Work, réseau mondial de cabinets de conseil en ressources humaines qui a plus Exactement, le fond de notre activité, c'est de réaliser des diagnostics de l'expérience collaborateur. Et cette expérience collaborateur, on va la mesurer pour s'assurer qu'elle soit source de la performance économique des organisations. On part d'un constat assez simple qui est qu'effectivement, là où les collaborateurs se sentent bien, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et permettent à l'entreprise d'atteindre ses résultats économiques. L'objectif étant évidemment de concilier les deux et de ne pas opposer les deux. Merci Julien. Alors, à vos côtés sur l'écran, Dr Florian Reynaud, bonjour. Bonjour. Alors, quelques mots sur vous et sur Concilio. Bien sûr, merci encore. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis le docteur Florian Reynaud, je suis le cofondateur de Concilio. Concilio, c'est une plateforme d'accompagnement médical personnalisé qui est à la fois multiservice et international. Quand j'explique un petit peu ce qu'on fait, concrètement, je fais un peu appel à mon expérience personnelle puisque comme tous les médecins du monde, quand j'ai l'un de mes amis proches, un membre de ma famille qui a un pépin de santé, le premier réflexe, et pourtant ça fait bien 15 ans que je n'exerce plus, mais quand même ils ont ce réflexe de prendre leur téléphone, de m'appeler, allô Florian, j'ai ça, qu'est-ce que c'est quoi les traitements, c'est qui le bon, et ça c'est quelque chose qui est universel pour tous les médecins dans le monde. Et la réalité c'est que quand on est médecin, on va prendre du temps
qu'on n'a pas forcément pour ses patients quand il s'agit d'un proche, pour écouter, pour rassurer, pour dépanner avec une ordonnance et quand c'est nécessaire, prendre justement son téléphone et faire appel à son réseau professionnel pour orienter au mieux la personne vers des professionnels de santé. Et il y a 6 ans, j'ai rencontré Georges Aoun, qui est le cofondateur de Concilio, qui avait lui un profil beaucoup plus tech, qui avait lancé Amazon en France, qui avait travaillé plus récemment en tant que patron de la stratégie du business pour PayPal. Et en fait, le constat commun qu'on a fait, c'est qu'en général, quand on est face à un problème de santé, s'il y a un système à 2 vitesses, il est beaucoup plus fonction d'une inégalité d'accès à l'information, une question d'inégalité de moyens financiers. Et donc, on a créé Concilio, qui est donc cette plateforme qui donne accès au plus grand nombre à l'ensemble de ces services que je pourrais détailler un peu plus tard, mais voilà, c'est vraiment dans cette optique-là. Bien sûr, on en saura plus tout à l'heure. On va tout d'abord s'intéresser au cadre de vie au travail. Julien, pourquoi le cadre de vie au travail est-il si important aujourd'hui? On le vit de manière très forte là avec la période qu'on traverse, mais globalement, le cadre de vie est évidemment au sens le plus large possible. Donc ça ne s'entend pas uniquement par la tête du bureau. C'est un élément essentiel et constitutif de la performance économique de l'entreprise. Vraiment, le message à retenir, c'est que s'occuper évidemment de ses collaborateurs est une vocation de l'entreprise et c'est surtout un moyen de développer la performance économique de l'organisation. Alors, je dirais comment est-ce qu'on peut définir un cadre de vie au sens le plus large possible. Nous, chez Great Place to Work, le choix qu'on a fait, c'est de tout placer sur un socle, une analyse très simple qui est faite autour de la confiance. On est convaincu qu'un cadre de vie sain est un cadre de vie dans lequel on élabore dans un environnement marqué par une confiance importante. Cette confiance, vous la voyez très bien vivre quand vous êtes dans le cadre personnel. Il ne viendrait jamais à l'idée d'un parent, quand son bébé commence à marcher, de lui intimer l'ordre de réussir à marcher. Au contraire, à chaque fois, on va le féliciter, à chaque fois, on va l'encourager, à chaque fois, on va applaudir, comme les parents ont pu le faire. C'est exactement l'inverse qu'on produit dans une entreprise, souvent. On attend la perfection dès le premier coup. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment au contraire de nourrir et de construire un cadre qui soit source de cette confiance, qui soit donc rassurant et qui soit bienveillant pour les collaborateurs. Alors, j'imagine qu'avec la crise, c'est d'autant plus vrai, d'autant plus que le cadre habituel du lieu de travail est hors les murs. Alors, vous avez parfaitement raison. Clairement, la crise a joué un rôle essentiel de déstabilisation ou de cette situation et de cette construction de confiance. Donc, comment les entreprises se sont adaptées? D'abord, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je trouve que les entreprises ont eu tout au long de cette année des comportements hyper responsables. Alors évidemment, il y a des entreprises qui sont moins bien comportées que d'autres, mais globalement, je trouve que les entreprises ont eu un comportement hyper responsable. Elles se sont élevées comme un peu le premier rempart de protection des collaborateurs et elles ont cherché à maintenir cette cohésion. Et comment elles ont cherché à maintenir cette cohésion? Toujours en travaillant autour de la confiance et en cherchant à nouer et à développer en même temps l'interaction entre les collaborateurs pour nourrir évidemment cette démarche de confiance et pour être en capacité de reproduire ou de préserver la situation, l'équilibre et la cohésion des équipes. J'insisterai sur un point qui, nous, chez Great Place to Work, est particulièrement important pour nous, c'est la dimension d'inclusion. Soyons très inclusifs dans la façon qu'on va avoir regardé cette crise. Ne pensons pas qu'au col blanc, pensons à l'ensemble des organisations, à l'ensemble des entreprises et à l'ensemble des collaborateurs qui, certains et certaines, n'ont pas la possibilité de fonctionner en télétravail. Et c'est une part très importante des entreprises. Et donc, il est essentiel pour les entreprises qu'elles maintiennent cette culture de confiance pour les collaborateurs qui ont la capacité d'être en télétravail,
pour les collaborateurs qui ont la capacité à ne pas, enfin ceux pour lesquels, pardon, le télétravail est impossible, et la cohésion générale. C'est ça le challenge aujourd'hui que les entreprises ont à relever. Alors, Florian Reynaud, l'enjeu confiance du collaborateur vis-à-vis de son entreprise, dont parlait à l'instant Julien, en quoi passe-t-il par la santé? En fait, je trouve ça très intéressant qu'on parle de confiance parce que je pense que la confiance, c'est aussi véritablement l'élément clé, la valeur clé qui définit la relation patient-médecin. Cette relation, elle est en train d'être complètement bousculée, révolutionnée aujourd'hui, en ce début du 21e siècle, parce que il y a à la fois des différents comportements avec des patients qu'on traite souvent de consommateurs médicaux, mais finalement, c'est une observation, mais il n'y a absolument rien de péjoratif à ça. On vit dans une société aujourd'hui où on nous demande, enfin, comment dire, on doit s'attendre à avoir des réponses immédiates, du just in time, comme on dit, du on demand. Et ça, face à un monde, quand on est face à un pépin de santé, en fait, ça génère énormément d'angoisse. On a mal à la tête, mais on va sur Internet. Là, pour le coup, ça n'a pas évolué depuis 20 ans. On va sur Internet, on ressort persuadé qu'on a un cancer au cerveau. On va sur Doctissimo et puis c'est fini. Et donc, cette confiance, moi, je pense que quand dans 10, 20, 30 ans, quand on aura vraiment embarqué toutes ces nouvelles technologies qui vont nous rendre service du côté médical, l'intelligence artificielle, l'aide au diagnostic, des robots qui vont faire des tas de choses qu'on ne soupçonne même pas encore, ce qui restera entre le patient et le médecin, ce sera cette confiance. Ça, je pense qu'on en a pour vraiment longtemps avant de remplacer ça par une interaction homme-machine. Donc, je trouve ça très intéressant de faire ce parallèle entre voilà, le collaborateur et quelque part son management et cette relation de confiance qui est absolument clé pour construire un cadre de travail qui est sain et productif. Et en fait, à titre individuel, voilà, on a vraiment besoin d'avoir confiance dans les professionnels de santé, dans les médecins qui vont nous traiter. La santé des collaborateurs est un pilier désormais de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Alors, jusqu'il y a peu, évoquer ces problèmes de santé, néanmoins, à son employeur était plutôt considéré comme tabou. Je crois que vous avez quelques chiffres sur ça, Florian. Et pourtant, les salariés sont nombreux à penser que leur entreprise a un rôle à jouer pour leurs problèmes de santé. Oui, alors c'est là qu'il y a tout le paradoxe. Il y a un peu plus d'un an, donc on est avant Covid, on avait fait une étude avec Opinionway pour essayer de comprendre justement un peu l'attitude des salariés vis-à-vis des sujets de santé à l'intérieur de l'entreprise. Et pendant longtemps, je pense que la santé a été considérée vraiment comme quelque chose qui relevait de la sphère privée. Donc on veut bien, en tant qu'entreprise, s'occuper d'un certain nombre de choses, bien sûr du remboursement via la mutuelle, etc. Mais le cœur du problème, quand je suis face à la maladie, là, c'était zone privée. Et d'ailleurs, quelque part, quand on interrogeait les salariés, on voyait qu'ils étaient pas loin de plus de 2/3, pardon, à dire qu'effectivement, quand ils ont un pépin de santé, ben, ils n'en parlent pas, ils ne se sentent pas à l'aise pour en parler avec leur manager. Et à contrario, en fait, cette même proportion, plus de 2/3, à considérer que l'entreprise ne fait pas assez de choses pour eux d'un point de vue de leur santé. Donc, en fait, c'est vrai que c'est un sujet qui est en pleine mutation. Je pense que les attentes des salariés sont très fortes de ce côté-là, en fait, vis-à-vis de l'entreprise, mais il faut trouver les bons outils qui vont leur donner confiance, justement, pour pouvoir voilà, y faire appel. Oui, c'est une question d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle qui est en train d'évoluer. Est-ce que vous faites ce constat, vous aussi, Julien, sur ce brouillage un petit peu entre professionnel et vie privée? En fait, le brouillage, il préexistait évidemment à la crise du Covid. La seule chose, c'est que culturellement, managérialement, les collaborateurs et les managers et les dirigeants des organisations n'étaient pas prêts à accepter ce brouillage. Moi, quand j'ai commencé à travailler, alors vous voyez, j'ai les cheveux blancs et longs en plus avec ce confinement, donc vous voyez bien mon âge. Et quand j'ai commencé à travailler, effectivement, très clairement, ce qu'on nous disait, et quand vous deveniez manager, on vous disait, non, non, attends, ce qui se passe en dehors de la vie, du cadre du travail, ça ne concerne pas managérialement. Et donc, la santé était exclue, alors que c'est absolument impossible. Un collaborateur qui vient avec son problème de santé chez lui, quand il vient au bureau, il a toujours son problème de santé. Ou si le problème de santé le touche lui,
sa maman, sa femme, quelle que soit la personne. Évidemment, vous ne pouvez pas vous défaire de ce problème-là au moment où vous pénétrez dans le bureau. Et finalement, la crise Covid a permis de casser cette croyance de scission. En fait, très clairement, il n'y a qu'un seul être humain qui vient. Cet être humain, il travaille. Cet être humain, il ne travaille pas de temps en temps. Et en fait, ça reste un seul être humain. Et c'est vrai que nous, dans cette démarche, chez Great Place to Work, on a toujours positionné la prise en charge du collaborateur de manière, moi pour le mot un peu pompeux, mais holistique, c'est-à-dire prendre en compte le collaborateur dans son intégralité, à savoir le collaborateur quand il est à son bureau, le collaborateur quand il est à l'extérieur de son bureau. Donc finalement, la crise Covid a permis de faire sauter ce verrou mental qui existait et qui préexistait. Aujourd'hui, les gens comprennent qu'il est nécessaire de prendre en compte le collaborateur de manière intégrale et pas uniquement pendant cette crise. Nous, on pense que cet effet de balancier va évidemment revenir. On arrêtera d'interroger les collaborateurs sur la santé de leur grand-mère comme on l'a fait au mois d'avril et on a arrêté là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que néanmoins, il y a une évolution très forte, une tendance très forte à cette prise en compte beaucoup plus générale des collaborateurs. Florian, très concrètement, quels effets entraînent des problèmes de santé de collaborateurs pour une entreprise? Oui, alors ça, c'est encore une fois, je trouve ça très intéressant ce que dit Julien. Effectivement, moi j'ai un petit peu souvent cette image d'iceberg en fait. Ce que perçoit l'employeur, la partie émergée de l'iceberg, c'est effectivement le problème un peu significatif de santé du salarié lui-même qui génère voilà, une absence du lieu de travail. Aujourd'hui, tout ça est brouillé, puis en plus, on a toute cette partie immergée de l'iceberg. En fait, c'est qu'est-ce qui se passe quand mon enfant, quand mon conjoint, quand ma maman a un pépin de santé, il est évident que ça va avoir un impact sur mon travail et donc sur l'entreprise. Et donc, on peut le chiffrer de différentes façons. Il y a bien sûr un impact qui est majeur sur l'absentéisme, que ce soit pour mon propre problème de santé ou les problématiques d'aidants. Il y a 5 millions d'aidants en France et donc on sait que c'est un sujet économique majeur pour les entreprises d'essayer d'avoir une prise en charge qui soit plus simple, plus rapide, hein, cette errance diagnostique, les délais de diagnostic, les interventions non nécessaires, etc. Ça génère énormément de complications et d'absences non justifiées en réalité. On peut aussi chiffrer juste le temps que passent les collaborateurs quand ils sont au boulot à tapoter sur leur clavier pour chercher des réponses à leurs problèmes de santé. On sait que c'est quelque chose qui est extrêmement anxiogène. Et quand on avait fait notre étude avec OpinionWay, on était effectivement arrivé avec un minimum de 2 jours par an, mis bout à bout, justement, juste à effectuer des démarches pour des recherches d'informations, prises de rendez-vous en matière de santé. Donc, il y a un coût économique qui est évident pour l'entreprise et qui aujourd'hui est, je pense, accentué par cette crise sanitaire, le télétravail qui fait que voilà, les lignes sont de plus en plus brouillées et c'est de plus en plus compliqué effectivement de tenir compte le temps professionnel, le temps personnel. C'est très compliqué de voir la différence entre les deux maintenant. L'impact de la crise sanitaire dont vous parlez se manifeste comment concrètement? Il y a des problèmes à la fois d'ordre psychologique, j'imagine, physique aussi? Alors oui, c'est vrai que nous, donc dans notre activité, donc depuis le début de cette crise, on a tout simplement vu l'activité, que ce soit en téléconsultation, avec des médecins généralistes, avec des psychologues, avec différents spécialistes, mais aussi après, quand le confinement s'est levé avec la recherche de médecins, notre activité a été littéralement multipliée par 10 par rapport au mois de janvier. Et ce qu'on a constaté, ce sont des impacts à la fois physiques et mentaux. On a clairement aujourd'hui, et je pense que beaucoup d'entreprises partagent ça, ce constat, ce qu'on appelle les RPS, mais en fait les risques psychosociaux, l'impact psychologique de cette crise qui dure, il est absolument majeur. Et donc, ça fait partie des grands impacts de cette crise. Au-delà de ça, télétravailler à la maison aussi, finalement, on se prive d'un certain nombre de choses, d'une activité physique. Donc, la sédentarité, la prise de poids, le fait justement de peut-être ne pas prendre le temps, ne pas pouvoir
aller voir son médecin pour gérer tout ce qui est maladie chronique, on a vu aussi énormément d'impacts et il y aura certainement des impacts durables par rapport, liés à ça. Julien, comment peut-on évaluer le bien-être de son équipe? Alors, nous, chez Great Place to Work, on propose une méthodologie qui est assise sur cette logique de confiance. C'est-à-dire qu'en fait, on vient interroger les collaborateurs dans notre méthodologie au travers d'un questionnaire, tout ce qui est plus simple pour permettre aux collaborateurs de nous remonter l'information. Et on vient finalement agréger ces datas et faire parler ces datas autour de la construction des éléments qui viennent construire cette confiance. Et dans la méthodologie que Great Place to Work a construite et qui est très validée académiquement, il y a plus de 60 articles scientifiques qui sont sortis sur cette méthodologie. Donc, c'est le cœur du modèle de Great Place to Work, et cette méthodologie et sa validation académique. On en identifie 5. Le premier, c'est la crédibilité managériale. Le deuxième, c'est l'équité et le respect, qui sont le deuxième et le troisième, qui sont essentiels. Ces 3 éléments viennent nourrir finalement la relation managériale. Est-ce que mon manager est crédible? Est-ce qu'il me traite de manière respectueuse? Et est-ce qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment d'être traité de manière équivalente aux uns et aux autres? Ces 3 éléments vont nourrir la relation managériale de confiance. Et puis après, il y a des éléments qui viennent vis-à-vis des pairs. Donc, c'est la convivialité que vous êtes capable de générer. Donc, le 4e élément, c'est la convivialité. Et la dernière, c'est vis-à-vis de l'extérieur, c'est-à-dire le niveau de fierté qui vient nourrir effectivement votre expérience collaborateur. Les 5 éléments sont source de confiance. Et en fait, l'intérêt d'avoir modélisé, c'est d'actionner ces éléments-là, d'identifier où est-ce que vous avez des points de force, des points de faiblesse, comme toute organisation, et venir les actionner pour améliorer équipe par équipe ou au global de l'entreprise et venir nourrir cette culture de confiance. Est-ce que, Julien, la santé peut être considérée comme un réel enjeu pour les entreprises? Évidemment, dans la mesure où il touche les collaborateurs et que c'est un élément essentiel, c'est un enjeu. Alors après, là encore, tout est définir le niveau de réglage, jusqu'où l'entreprise doit aller, jusqu'où l'entreprise peut se permettre d'aller, de respecter l'anonymat, de respecter la confidentialité, etc. Mais évidemment, c'est un enjeu prioritaire. Et Florian le disait tout à l'heure, l'absentéisme, l'accidentologie, encore une fois, sortons du monde pur des cols blancs. Dans des business, il y a plein de business où il y a des niveaux d'accidentologie qui sont super importants. Et dans plein d'entreprises dans lesquelles nous, on intervient, le premier des critères, c'est le nombre d'accidents au travail. Donc, la santé, c'est vital. Mais pourquoi aller au-delà des obligations légales que sont la médecine du travail, les mutuelles complémentaires santé que peuvent proposer les entreprises? Pourquoi aller au-delà donc de ces obligations en matière de santé? L'idée, c'est de définir ce que l'entreprise veut apporter et la proposition de valeur qu'elle veut apporter à ses collaborateurs. Donc, définir et choisir en conscience, après avoir posé un diagnostic clair sur cette culture de confiance, et de se dire, voilà, moi, en tant qu'entreprise, mon choix que je fais, le choix de l'investissement que je fais, c'est de porter que cette dimension-là est une dimension que nous, chez Jean-Pierre et compagnie, on souhaite intégrer, vient rendre l'entreprise, vient positionner l'entreprise, vient clarifier son contrat moral qui la lie à ses collaborateurs, et ça vient lui donner une véritable position. Cette position est une source de sa capacité à conserver les talents qu'elle a déjà en interne, et ça va aussi l'aider à recruter de nouveaux talents, puisque c'est quelque part dans sa proposition de valeur quelque chose de différenciant. Et donc, c'est un vrai choix de chaque dirigeant et de chaque entreprise de décider à quel niveau il souhaite se positionner sur cette thématique. Alors, Florian, en matière d'accompagnement santé des salariés, que peut faire l'entreprise? Comment, justement, peut-elle dépasser les enjeux légaux dont on a parlé? Oui, effectivement, je trouve ça très intéressant ce que disait Julien. En fait, moi, ce que je constate, c'est qu'on a cette évolution, comme on en a parlé, des attentes des collaborateurs vis-à-vis justement des actions santé de leur entreprise. On a, avec cette crise sanitaire, une véritable prise de conscience de la part des entreprises
que en fait, la santé de l'entreprise, elle est intimement liée à la santé des collaborateurs. Et donc, le résultat de ça, c'est que ça ouvre un véritable champ de possibilités, en fait, un nouveau levier d'action pour l'entreprise, voilà, pour qu'elle puisse agir sur tous ces objectifs qui sont bien entendu économiques, mais aussi, bien sûr, sociaux et sociétaux. Et donc, je pense que là où avant, il y avait peut-être une certaine réticence à rentrer dans un domaine qui pouvait être considéré comme privé, il y avait certainement aussi un manque d'outils efficaces et simples à mettre en avant. Aujourd'hui, l'entreprise, elle a tout intérêt à mettre en avant des outils innovants qui vont pouvoir aider ses salariés et leurs familles. Parce que là, on parlait aussi tout à l'heure, Julien, tu parlais de la fierté, à quel point c'est important, mais c'est-à-dire que quand on aide le papa ou la maman d'un salarié à trouver le bon médecin à Montpellier alors que le salarié habite à Paris ou vice-versa, cette caisse de résonance-là qui va arriver, c'est juste fantastique. Donc voilà, moi je pense que l'entreprise aujourd'hui, il doit y avoir une véritable prise de conscience aussi que bon voilà, puisque c'est une opportunité, il faut y aller, il faut investir aussi ce champ d'action. Alors, la possibilité novatrice dont vous parlez existe grâce à l'entreprise que vous avez créée, Concilio. Est-ce que vous pouvez donc nous en expliquer un peu plus le principe? Alors, chez Concilio, je pense qu'on est, effectivement, je pense qu'on est, c'est une approche innovante. Alors après, il y a d'autres sociétés qui font des choses, bien entendu, mais le parti pris, enfin, le pari qu'on a fait avec Concilio, et je reviens sur ce terme de confiance, notre vision, c'est vraiment de devenir un tiers de confiance en matière de santé. Pour arriver à cette vision, notre mission, c'est vraiment d'aider les utilisateurs, donc les salariés et leurs familles, quelle que soit leur problématique de santé, où qu'ils se trouvent à n'importe quel moment, à accéder rapidement et simplement au meilleur de ce qui peut se faire en fait dans le système de santé qui les entoure. Et donc créer cette confiance, ça passe par l'usage. Et créer de l'usage, ça veut dire avoir des services qui vont être utiles et simples d'accès. Donc, encore une fois, nous, ce qu'on propose, c'est des services il y a de la téléconsultation avec des généralistes, des spécialistes, des psychologues, bien sûr, pour revenir sur le sujet des RPS qui est clé en ce moment, mais également qui s'articulent parfaitement via une équipe médicale avec des recommandations pour aller en rendez-vous physique vers vraiment les meilleurs médecins en fonction de la pathologie, de la géographie, des délais, etc. Plus des éléments de prévention. Et donc, voilà, ça permet finalement d'avoir une promesse qui est très ambitieuse, qui est de dire à nos utilisateurs, voilà, quelle que soit votre problématique, je ne vous lâcherai pas tant que vous ne serez pas devant le ou la bonne professionnelle de santé. On ne fait pas de la médecine à la place des médecins, mais on est vraiment comme un médecin dans la famille, plutôt que on ne cherche pas à être le médecin de famille, mais le médecin dans la famille qui va vraiment accompagner. Et je pense que, en tout cas, les témoignages qu'on a des entreprises qui ont pu faire appel à nos services sont vraiment très, très positifs, non seulement parce que c'est apprécié par les salariés, mais aussi, en fait, même les équipes RH qui mettent ça en place, on a des témoignages vraiment extrêmement positifs régulièrement parce que, comme on communique assez fortement avec eux en interne, c'est une action qui va tout de suite avoir payer des dividendes pour eux, puisque voilà, c'est une action qui est vécue de façon très positive par les salariés. Et ça, c'est essentiel d'arriver à décrire ce qu'on veut faire et après à se tenir à ce qu'on veut faire. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure avec Florian, c'est-à-dire le chemin clé, c'est je choisis cet axe et derrière, je le concrétise et je le suis dans la durée. Et en fait, les collaborateurs, ce qu'ils attendent, c'est de la clarté quant à la proposition de valeur qui leur est faite. Encore une fois, on vous dit dans votre organisation, on va prendre soin de moi, on va avoir une logique de confiance, on va vous accompagner dans cette culture de confiance et on va aller jusqu'à votre santé. Donc, c'est aller loin, c'est un vrai choix très impliquant pour l'organisation. Derrière, ce qui est important, c'est une fois que vous l'avez déterminé, c'est de le faire. Et c'est ça qui est le chemin clé, et c'est là où je trouve que la proposition de Concilio a un intérêt, c'est qu'elle est de venir concrétiser sur un élément sur lequel il n'est pas simple pour les entreprises de s'engager, elle est de concrétiser une action qui a été déterminée. Cette concrétisation vient renforcer le lien de confiance, elle vient nourrir ce lien de confiance.
Et que vous en ayez besoin ou que vous n'en ayez pas besoin, que votre collaborateur dans votre équipe en ait besoin, ben, paf, vous allez savoir, c'est l'histoire de Montpellier. Ah ben ouais, donc l'entreprise, elle s'occupe de moi. Et donc, il y a une preuve très concrète, mon entreprise, elle s'occupe de moi. Et nous, aujourd'hui, on le voit très bien dans cette crise, ce qu'on voit de manière très claire, c'est que les entreprises qui sont en avance, c'est-à-dire celles qui se sont lancées, à nos yeux, dans la démarche de Great Place to Work depuis plusieurs années, voient une évolution très significative de leurs résultats en ce moment, pour une raison très simple, c'est que le crash test que cette crise représente dans la relation de confiance c'est mieux passé pour les entreprises qui avaient instauré cette culture de confiance, qui étaient déjà entrées dans cette culture de confiance. Je rebondis là-dessus, pardon, mais effectivement, je pense que c'est ça, c'est le challenge d'une entreprise qui veut instaurer cette culture de confiance, c'est de se mettre des défis presque internes et ensuite d'y arriver. Et c'est vrai que on parlait de Concilio, mais quand je regarde un peu d'autres solutions qui peuvent exister sur le marché aujourd'hui, le reproche que je peux avoir, enfin le constat que je peux avoir, c'est que quelque part, il y a énormément de choses, mais qui ne sont tout simplement pas utilisées. Et donc, des choses qui ne sont pas mises en avant et qui ne sont pas utilisées. Et donc, qui ne peuvent absolument pas créer ce climat de confiance. Voilà, je pense que c'est vraiment l'un des points sur lesquels on essaye de se différencier fortement, parce qu'il est juste essentiel. Une question juste pour Great Place to Work. Est-ce qu'aujourd'hui, vous prenez en compte les éléments de santé dans le cadre de l'évaluation des entreprises? Alors, non, parce qu'aujourd'hui, en termes de confidentialité de data, c'est des éléments qu'on ne traite pas. On sait qu'il y a une méthodologie qui est en cours de développement au sein du réseau Great Place to Work dans un autre pays qui a cette vocation-là. Donc, effectivement, c'est quelque chose sur lequel nous, on s'interroge. Après, encore une fois, notre capacité à collecter les datas doit nous amener à traiter différentes thématiques. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a déjà tellement à faire sur la qualité de vie au travail, d'essayer d'accompagner les entreprises et d'essayer de leur faire prendre conscience, surtout d'investir dans vos collaborateurs, c'est investir dans vos résultats et c'est comme ça que vous allez avoir l'efficacité la plus forte et c'est comme ça que vous allez avoir le développement de votre chiffre d'affaires et de votre part de marché. Et il faut concilier ces deux objectifs. On y va step by step, étape après étape. Une dernière question peut-être avant de laisser les questions de la salle. Quelles sont les synergies finalement entre vos deux entreprises, messieurs? Est-ce qu'il y a des complémentarités? Bon, moi, de manière très simple, il y a une complémentarité d'objectifs, c'est-à-dire d'aider les collaborateurs à être le mieux possible dans leur vie professionnelle et leur vie personnelle, en l'occurrence, pour s'épanouir et trouver de la satisfaction dans le cadre de leur vie professionnelle. Oui, je pense que pour nous, enfin pour Concilio, le point où on se croise complètement, on revient encore sur cette notion de confiance. Et je pense que voilà, cette approche qu'a Great Place to Work de dire que finalement le socle d'une relation entre les salariés et leur entreprise, ça va avant tout être la confiance et comment est-ce qu'on la construit. Nous, on considère qu'aujourd'hui, les sujets de santé, c'est un nouveau champ d'action, un nouveau levier d'action pour intervenir là-dessus. Voilà. Merci. Merci. Alors, on va voir s'il y a des questions parmi les auditeurs de ce webinaire. Bonjour. Alors, on a eu une question dans le chat qui était bonjour, jusqu'où peut-on aller lorsqu'un collaborateur a par exemple des problèmes d'alcool suite au Covid? Quelle est la limite à ne pas franchir? Alors, Julien, je vais peut-être essayer de répondre. Si, sur les addictions, je ne suis pas hyper bon. Je pense que c'est une bonne question. C'est un sujet qui est toujours délicat. Évidemment, les problèmes de santé comme ça, il y a bien sûr, de toute façon, il y a la loi, il y a le code d'éthique déontologique aussi qu'ont les médecins. En fait, dans ces cas-là, en tout cas, et j'imagine que la question se pose du point de vue employeur, hein, peut-être collègue
ou autre. Mais la meilleure chose à faire dans ces cas-là, c'est véritablement d'encourager la personne à rechercher de l'aide d'une façon ou d'une autre, que ça passe par son médecin traitant, sa famille ou potentiellement d'autres types de services le plus rapidement possible. Malheureusement, c'est une situation qui est complexe. Alors, sans connaître le détail, c'est difficile de répondre de façon plus précise, mais au-delà de ça, Moi, je peux vous… j'ai vu de plus en Vas-y, plus ces derniers mois. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie professionnelle précédente d'être formé sur les addictions et la gestion des addictions en entreprise. Et parmi les addictions, il y a effectivement une addiction qui peut être l'alcool. Il y a aussi une addiction qui peut être le travail, hein, qui peut être très nocive aussi et emmener. Et en fait, là aussi, c'est une réponse un peu à la Pyrrhus pour la question qui est posée, mais plus vous anticipez ce genre de démarche, plus vous rentrez dans une démarche au démarrage qui vient nourrir des thématiques qui peuvent paraître au démarrage un petit peu à l'extérieur du monde de l'entreprise. L'addiction, vous dites, bah, en quoi, moi, pour ma boîte, c'est utile. Ben non, en fait, c'est des vrais sujets c'est des vrais sujets de ressources humaines, c'est des vrais sujets d'inclusion, et c'est des vrais sujets qui viennent nourrir à nouveau cette culture de confiance dans l'organisation. Donc, emparons-nous de ces sujets pour aider les collaborateurs et les managers en amont à les travailler et à les désamorcer. Et au moment où la crise arrive, on est beaucoup plus costaud pour y répondre. Ce qui ne veut pas dire que ce soit simple, ce qui veut juste dire que faire comme si ces sujets n'existaient pas, et comme si c'est comme on faisait historiquement, encore une fois, je reprends mon expérience quand j'ai commencé à bosser, mais c'est malheureusement la pire des solutions parce que c'est pas comme ça que vous allez anticiper des moments de crise, et des moments de crise comme ceux qu'on a vécu qui sont totalement inanticipables. Hein. Peut-être en termes, là, ces derniers temps, par rapport à ce qu'on a appris nous aussi ces derniers mois, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça rejoint tous les sujets d'addiction, les sujets de stress, de burn-out. Ce qu'on a pu constater chez Concilio, c'était qu'on inclut effectivement une écoute et la possibilité de téléconsulter avec des psychologues à l'intérieur de l'offre. Et finalement, avoir l'ensemble de la plateforme, c'est-à-dire en fait se dire finalement les gens, ça reste toujours c'est une démarche qui est assez lourde d'aller consulter un professionnel pour un sujet comme ça. Si finalement j'ai déjà fait appel à ce tiers pour des sujets, pour un enfant, pour voilà, des choses qui sont beaucoup plus légères entre guillemets, j'aurai beaucoup plus de facilité à franchir ce cap quand il s'agira d'un sujet qui est plus lourd pour moi. Et ce n'est pas la même chose que de se dire, parce qu'il n'y a pas de solution magique hein, là-dessus sur les RPS, sur les addictions, que d'avoir un numéro vert qui est affiché quelque part, que de dire voilà, il y a un référent à l'intérieur de l'entreprise. Effectivement, voilà, il faut vraiment qu'il y ait une culture de confiance et qui englobe l'ensemble voilà, des services ou des aides qui sont proposées. Alors, j'ai peut-être une question, moi, justement, sur la confidentialité et les données de santé vis-à-vis de l'employeur. Qu'est-ce que ça devient? En tout cas, en matière de santé, l'avantage, enfin, la difficulté, mais l'avantage principal d'être basé en France, c'est qu'on a tout simplement les lois, les réglementations les plus strictes au monde en matière de respect de la confidentialité des données de santé. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup quand on déploie au sein d'une entreprise, mais par exemple, on insiste aussi beaucoup pour que n'importe quel salarié qui va créer son compte chez nous le fait avec une adresse mail personnelle et surtout pas l'adresse mail professionnelle. On a vraiment besoin qu'il y ait ce mur. Et une fois que le compte il est fait, il n'y a jamais de partage évidemment de données de santé avec l'employeur. Ce que nous on peut faire, c'est agréger de façon totalement anonymisée des données plus sur la globalité, voilà l'usage, le type d'usage qu'on peut voir de façon à donner une image en temps réel et vraiment vécue de voilà, là où il peut y avoir tel ou tel type de problème à l'intérieur de l'entreprise. Que sur tel site, là, on va véritablement avoir des problèmes voilà, d'ordre musculo-squelettique. Tel autre, là, clairement, les RPS, les demandes montent beaucoup. Et donc, ça permet aussi, quelque part, c'est vraiment un outil pour cibler d'autres interventions sur voilà, telle ou telle partie de l'entreprise.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alors, on a eu une autre question, donc j'en profite pour vous dire que si vous avez des questions à poser, vous avez encore quelques minutes pour le faire. Déjà, il y a la personne qui nous avait posé la question précédente vous remercie pour vos réponses et dit que ça répond parfaitement à sa question. Et ensuite, la question suivante, c'était en entreprise, quelles pratiques peuvent être mises en place pour prendre soin des collaborateurs, justement, et pour aider les collaborateurs à prendre soin d'eux-mêmes? Bon, moi, je peux répondre sur la partie médicale, mais je pense que c'est beaucoup plus large que simplement que ça. Ce que je dirais, c'est que aider les collaborateurs à prendre soin d'eux-mêmes, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Influer sur les habitudes de vie, c'est quelque chose qui doit se faire dans le temps, progressivement, par petites touches. Et on travaille, nous, sur pas mal de sujets autour de la prévention. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, ce n'est qu'en ayant des interventions dans le temps qu'on commence à pouvoir influencer ces facteurs-là. C'est crucial, c'est la nature humaine, hein, tout simplement. Bon, voilà, si vous fumez, qu'un médecin vous dit bah, c'est pas bien, il faut arrêter de fumer, en fait, vous le savez déjà. Donc, ça n'aura absolument aucun impact sur vous. C'est vraiment essayer de faire ces interventions dans le temps. Et donc, encore une fois, j'en reviens à ce climat de confiance et à l'usage qu'on peut avoir sur les différents services ou les différentes initiatives qu'on met en place. Et nous, de notre côté, moi, la perception que je peux avoir pour répondre à cette question, c'est qu'il est important de faire reset sur la culture managériale dans ce domaine-là. Oui, ces éléments-là font partie du suivi global qu'un manager doit avoir de ses collaborateurs. Et un manager, sans devenir omniscient et capable de tout comprendre et de tout connaître de la part de ses collaborateurs, doit être en capacité d'être disponible et de se rendre disponible pour que le collaborateur puisse venir, puisse s'exprimer, que ce soit sur un sujet d'addiction, que ce soit sur un sujet de santé, que ce soit sur un sujet X ou Y, pour l'aider à progresser. C'est-à-dire que finalement, quand un manager progresse dans sa capacité managériale, il prend en compte l'intégralité du collaborateur qu'il a en face de lui, à la fois dans sa capacité à délivrer son travail et être en capacité de faire son travail. Et les deux lui permettent évidemment d'atteindre un niveau de performance élevé et de révéler le talent de chacun de ses collaborateurs. C'est surtout cette révélation à soi-même du talent de chacun à travers une forme de qualité, de transparence, de simplicité, d'humilité dans sa relation. On est sorti à nouveau d'un manager qui sait pour devenir un manager qui accompagne le développement de ses collaborateurs. Est-ce qu'il y a une autre question peut-être? On s'approche un petit peu de la fin du webinaire. Merci pour vos réponses. Non, il n'y a pas eu d'autres questions pour l'instant, donc si vous voulez y aller pour le mot de la fin, je vous laisse. Peut-être encore une dernière question à tous les deux. À qui revient finalement le rôle de la santé au sein de l'entreprise? Moi, je dirais à tous. Bah, j'allais dire la même chose. À tous, c'est ce que vous avez dit? Oui, on est bien d'accord. Je pense que c'est vraiment l'affaire de tous. De l'employeur et du salarié, donc. Voilà, alors ce sera le mot de la fin. Et du manager aussi. Et du manager aussi. Chaque partie prenante doit jouer un rôle. Et c'est ça qui est important, me semble-t-il. Un petit mot de conclusion, peut-être, Florian? Écoutez, merci encore beaucoup d'avoir été présent pour ce webinaire. J'espère qu'on vous a apporté quelques réponses et des informations utiles. Et merci beaucoup, Julien, pour cette conversation très enrichissante, j'ai trouvé, en tout cas pour moi. Merci à tous et à toutes. Et puis, évidemment, nous restons à votre disposition. Et merci, Sandrine et Florian, pour cette co-animation. Voilà, à mon tour, merci à vous, messieurs, d'avoir pu parler de ce sujet d'actualité. Nous espérons à tous que ça vous a plu. Et puis, je vous rappelle que ce webinaire est consultable désormais en replay. À bientôt et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.